bosser l'éducation nationale, tu dois être coach, mais enfin, n'importe quoi. Si ça veut dire que tu dois bosser le samedi, bah tu vas bosser le samedi en fait. Quand j'ai appris que j'avais cette maladie, autant te dire que j'ai fait tous les articles Google, j'ai regardé partout, je me suis dit ça va être compliqué d'avoir des enfants. Tu l'as, tu peux pas faire autrement. Comment tu vas en faire une force? À chaque fois que je poste un truc, je me dis qu'est-ce que les gens vont apprendre? Qu'est-ce qu'ils auront appris après avoir vu mon contenu? J'ai d'abord suivi ma maman qui a perdu du poids. T'as perdu du poids? Ouais, c'est ma fille, regarde un peu, elle fait ça, nanani. Première infirmière, elle en a parlé, puis hop, ça fait le tour du service au-dessus, elles ont commencé à entendre parler de moi, puis après il y a eu le brancardier qui distribue mes flyers un peu dans tout l'hôpital, etc. Et c'est comme ça que ça a vraiment commencé en fait. Bienvenue sur le podcast High Value Entrepreneur, je suis Roger. Les entrepreneurs cool et performants dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide et qui parfois sont dans mon podcast sont ceux que j'accompagne. Ce podcast est produit par Tête de Tigre, l'agence de podcast, audio et vidéo. Si tu veux des histoires et des invités encore plus dingues, abonne-toi, commente et partage ce podcast. Bon visionnage et bonne écoute. Salut Justine. Salut Roger. Eh bien écoute, je suis très content de t'avoir aujourd'hui pour notre podcast. On n'a pas pour habitude de présenter les invités. Ça, tu le sais déjà. Ouais. Je vais directement te poser la question qu'on pose à tous nos invités sur cette saison 3 du podcast d'High Value Entrepreneur. Cette question, c'est quelle est l'anomalie de ton parcours que tu aurais aimé éviter et qui finalement se révèle être un super atout dans ta vie d'entrepreneur, d'entrepreneuse, de femme? Raconte-nous tout. En fait, je pense que l'anomalie, alors c'est une anomalie, en fait, c'est une petite maladie. Donc, je pense que ça peut entrer dans le cadre de l'anomalie. C'est que moi, j'ai les ovaires polykystiques. Donc, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. On dit le SOPK. Je veux bien que tu m'expliques. Donc, c'est un petit dérèglement hormonal qui fait qu'en fait, par rapport à des femmes ordinaires, je fais un petit peu plus de testostérone, on va dire, que d'autres. Et en fait, il y a plein de femmes qui se plaignent de ça. Et moi, je trouve que c'est un super atout parce que dans mon caractère, on va dire que j'ai un caractère qui va être peut-être un petit peu plus... masculin. Bah, comme, voilà, on exagère un petit peu, mais où je vais peut-être avoir un petit peu moins peur d'y aller qu'une femme ordinaire. Donc, quand j'ai appris que j'avais cette maladie, autant te dire que j'ai fait tous les articles Google, j'ai regardé partout, je me suis dit ça va être compliqué d'avoir des enfants, on peut avoir de l'acné, il y a des risques d'obésité, etc. J'étais un peu dépitée. Et après, je me suis dit, bon, ok, tu l'as, tu peux pas faire autrement, c'est comme ça. Comment tu vas en faire une force? Et après, je me suis dit, mais c'est vrai, dans mon caractère, en fait, quand j'ai envie de faire quelque chose, j'y vais, je me pose pas de questions, j'y vais. Quand je veux faire du sport, je prends un petit peu plus facilement du muscle que d'autres femmes. J'ai peut-être des capacités sportives un peu plus importantes. Et je me suis dit, en fait, c'est génial. Et donc, cette anomalie, on va dire, cette petite maladie, ce trouble hormonal, finalement, c'est ma force, je pense. Comment tu l'as découvert? Eh bien, tout simplement, j'avais pas des règles régulières. Je suis allée voir un gynéco qui m'a dépisté ça, en fait. Et c'est quelque chose de commun? C'est quelque chose qui... En fait, moi, j'ai l'impression que c'est la première fois que j'en entends parler. Ouais, alors non, ça touche quand même pas mal de femmes. Alors, on n'en parle pas beaucoup, c'est un peu tabou. Il y a beaucoup de femmes qui ne le savent pas parce qu'elles prennent la pilule. Donc, leurs cycles sont réguliers parce que, voilà, c'est sous pilule. Donc, non, ça existe quand même. Ok, tu étais quel genre de petite fille, Justine? On va parler de tout ton parcours, donc une grande partie, on va commencer par le début. Justine, petite, elle est comment? Eh ben, elle est sage, c'est une bonne élève parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai un papa qui est assez sévère. Donc, il fallait pas faire de bêtises, il fallait bien travailler à l'école, il fallait être première de sa classe. Parce que quand on était deuxième ou troisième, c'était pas ouf, quoi. Donc, il fallait y aller. Alors, il faut savoir que j'ai quand même un frère aîné et un frère plus petit, mais ils en avaient rien à faire. La pression du père, ils en avaient rien à secouer. Par contre, moi, la fille du milieu, là, quand papa était pas content, c'était un peu compliqué. Donc, ce qui arrivait, c'est que quand je savais que j'avais raté une interro, je dormais pas de la nuit, je finissais par descendre les escaliers pour frapper dans la chambre des parents. Je crois que j'aurai une mauvaise note demain, parce que je préparais le terrain, parce que sinon, je savais que mon père allait pas être content. Donc, j'ai toujours étudié, j'ai toujours réussi mes études parce qu'il y avait une pression. Bon, ça, quand j'étais petite, je le vivais pas très bien. Aujourd'hui, je suis super contente parce que ça m'a donné vraie valeur du travail, en fait. Mais ouais, je faisais pas de vagues. Cette relation père-fille, genre, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un truc entre les petites filles? J'ai une petite fille et j'ai envie que tu répondes à cette question. Ouais. Est-ce que cette relation... Et t'as le droit de pas répondre à un truc qui va me faire plaisir. Est-ce qu'il y a un truc... Est-ce que tu disais que tes frères, eux,
Pression de papa, il le vivait plutôt bien. Est-ce que toi, pourquoi tu avais cette pression-là et quelle relation t'avais ou tu as avec ton papa? Ouais, alors je pense que c'est vrai. Enfin, en tout cas, je parlais pour mon cas. Alors, ça va peut-être te faire plaisir du coup. Yes. Mais oui, il y a quelque chose de particulier. Bon, voilà, j'étais la seule fille, donc je peux pas dire que j'étais préférée. C'est pas vrai parce qu'on a quand même été élevés tous les trois de la même manière. Mais j'avais peut-être des petites faveurs. Enfin voilà, ce lien avec le papa, en tout cas dans mon cas c'est vrai, et j'ai toujours voulu le rendre fier, quoi. Ça c'était vraiment, pour moi c'était hyper important. Je voulais que mon père, ma mère aussi, mais c'est pas la même chose, mais je voulais que mon papa soit fier de moi. Et inversement, je suis super fière de lui aussi en fait. Tu voulais faire quoi quand t'étais petite? Parce qu'aujourd'hui tu es diététicienne nutritionniste, mais surtout, tu préfères entrepreneur ou entrepreneuse? Entrepreneur avec un E. Entrepreneur avec un E. On va venir sur tout ton parcours d'après, mais au tout début, quand tu étais un peu plus jeune, qu'est-ce que tu sais, ce que tu te rappelles de ce que tu voulais faire ou de ce que tu voulais devenir? Ouais, alors je voulais être prof des écoles, donc instit. Et quand j'y réfléchis maintenant, je pense que ça a été vachement induit par ma famille parce que moi, j'ai une maman qui a arrêté de travailler pour s'occuper de nous, donc elle était maman au foyer, elle nous a élevés super bien, elle venait nous chercher le midi à l'école, on n'a jamais mangé à la cantine, enfin voilà, on a été super choyés, elle était là pour nous, pour faire nos devoirs, ça, j'ai des souvenirs très forts de ça. On avait une maman à la maison pour nous tout le temps en fait. Et c'est vrai que ma maman me disait toujours, mais tu sais, si t'es prof des écoles, t'auras les vacances avec tes enfants, c'est génial, et puis le mercredi aussi. Et je pense que ça m'a été un peu, un petit peu mon enfance, ouais, je pense. Et je suis devenue prof des écoles. Alors, à ce moment-là, je peux dire que j'étais contente parce que, en fait, je me suis jamais posé de question de savoir ce que j'allais faire dans la vie, quoi. C'était, je vais être prof des écoles. En plus, j'ai un très bon contact avec les enfants. Ça s'est un peu imposé à moi. Puis en plus, je savais que c'était validé par la famille. Donc, voilà. Tout naturel de devenir. Ouais, voilà. Il y a à aucun moment, tu t'es dit, en fait, est-ce que tu es de la catégorie des enfants qui adoraient l'école? Ouais. Yeah. Et comment ça s'est passé justement l'école? Parce que on a beaucoup d'entrepreneurs, et j'en fais partie, dont l'école, c'était pas génial. Comment ça se passe la vie de Justine quand on adore l'école et qu'on veut devenir institutrice? Comment ça se passe? Ah déjà, il faut savoir que en fait, déjà, vu mon éducation, j'avais pas le droit de ne pas aimer, entre guillemets. Enfin, tu vas à l'école, tu travailles, t'es la première de ta classe, quoi. Et t'étais vraiment la première de ta classe? Très souvent, ouais. Alors, au lycée, ça devenait un petit peu plus compliqué. Puis en plus, j'avais mon papa qui était parent d'élève, là. Ok. Donc moi, j'étais la déléguée de la classe. Puis t'avais le papa qui était là. Donc, si tu vois la scène, réunion parents-prof, conseil d'école, là. T'as tous les profs, t'as moi, délégué, qui prend les notes pour tout le monde. Et puis t'as le papa en face qui te regarde, là, quand c'est à toi, c'est ton nom. Et tous les profs qui donnent la moyenne, qui donnent l'appréciation. Et si j'avais le malheur d'un bavardage, mon Dieu, c'était un drame. Et t'as eu bavardage ou pas? Je crois que ça arrivait une fois, mais du coup, jamais. Plus jamais. Donc j'avais pas vraiment eu le choix de ne pas aimer. Mais ouais, voilà, j'aimais bien, j'étais une bonne élève, j'étais mignonne, je participais, ça m'intéressait. Élève modèle, quasiment? Ouais, élève modèle, peut-être. En tout cas, sens de la compétition. Ok. Ça vient d'où ça, cette sens de la compétition? Ah, mon père. Et avec ta maman, quel rôle elle a, ta maman? Elle est toute douce, donc tu vois, c'est vraiment le côté maternel. C'est comme il y a un papa un peu sévère, il y a la maman qui adoucit un peu quand même. Donc ma mère me disait, c'est pas grave si t'as pas 20 sur 20 là, c'est pas grave, détends-toi un petit peu. Donc elle laissait mon père gérer, puis elle était là derrière. Et puis mon papa travaillait beaucoup, donc c'était ma maman qui était tout le temps à la maison. Donc j'étais quand même beaucoup plus en contact avec ma maman. Donc elle apaisait les choses quand même. Donc t'arrives, ta scolarité, je pense que ça a l'air de bien se passer. Tu vas tu fais un bac. Bac, plus licence, plus concours prof des écoles, tout se passe bien, je réussis du premier coup, et je suis instit à l'âge de... En plus, je suis de fin d'année, donc je suis instit à 20 ans, quoi. La maîtresse de mon fils, l'année dernière, elle avait 20 ans. Ouais, c'est ça, donc cursus parfait, alors... C'est dingue parce que quand on regarde, pour mon fils... Cette maîtresse, ça reste une maîtresse. Mais nous, quand on est parents, forcément, la maîtresse, on l'imagine, pour de vrai, c'est mon imagination. Elles sont toutes un peu sur la fin, plus vieillissantes que jeunes. Et donc, quand il m'a dit, ma maîtresse, il était bien évidemment amoureux de sa maîtresse, comme tous les garçons de sa classe. Et quand il a dit, ma maîtresse, elle a 20 ans, forcément, je fais 20 ans, maîtresse. Ça se passe comment quand t'as 20 ans et que t'es maîtresse?
Eh ben, c'est pas évident parce que en plus, moi, quand je suis arrivée instit, donc t'as une année où t'es un peu choyée parce que c'est encore voilà la première année. Mais alors la deuxième année, moi, j'étais envoyée donc à l'époque, on disait les ZEP, donc REP+, tout ça. J'étais dans une école horrible. J'ai un gamin qui m'a balancé sa chaise, quoi. Ça, c'était ma vraie première année d'enseignement. C'est pas simple. Non, honnêtement, c'est pas simple du tout. Il faut se faire aider par les collègues. Enfin, je pense que là, c'est vraiment le corps professoral qui doit vraiment te soutenir. Parce que il y a des fois, je partais en pleurant. Vraiment, c'était des journées hyper difficiles. En plus, tu sais, j'étais dans une école, une grande école, et je faisais que les maîtresses qui étaient à mi-temps ou à 3/4 temps. Donc, j'avais pas ma classe. J'étais 2 jours en CE2. Le lendemain, j'allais en CM1. Et puis le vendredi, j'allais dans les CE1, quoi. Enfin, donc en plus, dans la tête des gamins, c'est la remplaçante. Ouais. Donc t'arrives, t'es en REP+, gamin super compliqué, et en plus tu prends pas vraiment tes marques parce que tu changes tout le temps, c'est pas les mêmes matières, puis alors en plus c'est normal, les instits qui sont à 3/4 temps, elles te laissent ce qu'elles aiment le moins faire, et je peux le comprendre. Donc moi, je me tapais le sport, parce qu'en général, elles n'aiment pas le sport. Je me tapais la musique. Donc, tu sais, c'est tous les moments aussi où les gamins sont un peu plus dissipés. C'est pas maths, français, où, t'es dans un espace contenu. Bon, là, tu arrives dans la salle de sport, t'as les gamins qui commencent à courir partout dans le gymnase, et tu sais pas comment faire. La musique, c'est aussi un moment un peu plus détente, donc bavardage, etc. Donc, en plus de ça, t'arrives sur des matières qui sont un peu... c'est challenge, quoi. Tu restes combien de temps institutrice ? Eh ben, j'ai enseigné 10 ans. Donc, après avoir eu cette expérience en REP+, pour me rapprocher de chez moi, j'avais fait la demande d'être dans un enseignement spécialisé, donc avec des enfants handicapés, parce que je savais que personne ne le demandait et que c'était une des manières pour me rapprocher de chez moi, parce que là, quand je te dis REP+, c'était à 1h30 de chez moi, en voiture. Donc, j'avais loué un petit studio que je détestais pour y rester le lundi soir et le jeudi soir, pour pas faire la route quand même trop souvent. Donc, je partais le lundi matin pour éviter les embouteillages. Je partais de chez moi à 5h, j'arrivais en avance à l'école, je dormais dans mon petit logement que je déteste le lundi soir, et puis le mardi soir, je repartais vite chez moi, et puis je revenais le jeudi matin. Enfin bref, c'était un peu galère. Et pour me rapprocher, j'ai demandé ce poste que j'ai obtenu. Donc, sur les 8 années où j'ai encore enseigné, après, c'était que en spécialisé, donc avec des enfants handicapés. 8 ans dans un job, sur ce poste d'institutrice. Les premières années difficiles, mais est-ce que le reste des années, c'est aussi compliqué ? Non, beaucoup moins. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'enseignement spécialisé, c'est quand même donc beaucoup moins d'élèves. Donc, c'est souvent des groupes de 10-12. Après, ça dépend où tu tombes. J'ai fait un petit peu tout. J'ai fait du handicap mental, du handicap physique, j'ai fait du trouble du langage, j'ai fait des gamins déscolarisés. Donc, ça dépend. Mais là, je me suis éclatée. Beaucoup plus de liberté dans les programmes scolaires. C'est moins rigide puisque t'es face à un public qui n'apprend pas de la même manière que des enfants ordinaires. Donc forcément, faut plus s'adapter. Voilà, il faut adapter, il faut être plus souple. Tu travailles avec d'autres professionnels aussi. C'est parce que dans les écoles, c'est que des profs. Moi, je travaillais avec des éducatrices, avec des orthophonistes, des ergothérapeutes. Donc, on pouvait aussi croiser nos visions. C'était hyper enrichissant. Et puis parfois, je savais pas comment faire avec un gamin, j'allais voir l'ortho, je disais écoute, il bloque sur cette notion-là, est-ce que tu peux pas me donner un petit tips, un petit truc, et hop, elle me passait un jeu. Enfin voilà, tu vois, c'était beaucoup plus ouvert et ça s'est très très bien passé. Finalement, c'est ce qu'il faudrait au système scolaire en fait, finalement, ce que tu es en train de décrire. Des classes moins chargées, ça c'est évident. Et adapter d'autres professionnels et de pouvoir adapter à chaque gamin. Enfin, je pense que tu dois le voir avec tes enfants. Ils sont pas tous faits pour apprendre au même stade, en même temps, assis sur leur chaise au même moment de la journée, quoi. Comme nous, d'ailleurs. Nous, si tu nous mets dans un amphi pendant 5 heures, on va pas tous sortir de l'amphi avec les mêmes choses. Enfin, on n'aura pas appris les mêmes choses, ni retenu les mêmes choses. Est-ce que le rêve que tu as entre je veux devenir institutrice et la réalité, c'est genre, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que tu te retrouves dans ton rêve une fois que tu es institutrice ? Je me pose pas la question, je me dis que j'ai réussi, j'ai passé le concours, que je suis fière de moi, que voilà, mais bon, il y a quand même une partie de moi qui me dit je suis trop dans un moule là, quoi. Je me sentais un peu contrainte, je me dis mais moi j'aimerais bien faire si j'ai envie de sortir avec les gamins pour regarder ce qui se passe dans la nature au moment de l'automne, j'ai envie de le faire, quoi. Et j'avais un petit peu, tu vois, je me sentais un peu emprisonnée quand même à certains moments. Mais je pense que c'est pour ça que je suis restée dans l'enseignement spécialisé, c'est que là tu as quand même plus de liberté.
voilà, il y a un handicap, donc tu peux très bien dire, bon bah là, pour étudier, je sais pas moi, la science, on va sortir. Et là, en général, les directeurs sont pas des profs, tu sais, sont des cadres ou ce genre de choses. Donc, ils n'ont pas la vision peut-être un peu trop éducation nationale. Et là, tu as un petit peu plus quand même de possibilités. Est-ce que t'as un souvenir particulier de ces années quand t'es institutrice qui te fait dire que, en tout cas dans les premiers instants, que potentiellement tu vas pas faire ça toute ta vie? Non. Genre, Non. ça, à aucun moment tu te dis, genre, je vais stopper cette aventure Non. ou potentiellement. Mais par contre, en fait, ça s'est imposé à moi dans le sens où, si tu veux, à cette époque-là, donc au bout de 8 ans d'enseignement, je fais construire ma maison avec mon compagnon de l'époque et on se sépare en pleine construction. Donc, le truc, on sait que ça arrive, oui, mais on pense pas que ça va nous arriver, en fait. C'est-à-dire que vous construisiez votre maison? La maison n'était pas finie. Okay. Et on s'est séparés. Et donc là, à ce moment-là, moi, je voulais absolument garder la maison parce que, voilà, j'avais beaucoup travaillé dedans avec mon papa, avec mon frère. Et donc là, mon père m'a dit, écoute, Justine, on va te prêter de l'argent pour qu'on puisse terminer cette maison. Seulement, cette maison, elle est faite pour 2 salaires, t'en as plus qu'un. Donc, on termine, comme ça, si jamais ça ne va pas, tu peux pas la payer, au moins, tu auras une maison finie, tu pourras la revendre. Et là, je me suis dit, ok, bon, j'ai pas 36 000 solutions, c'est-à-dire qu'il fallait 2 salaires, j'en ai qu'un. Bah, j'ai trouvé un autre job. Donc, quand j'étais instit, je me suis mis à faire du coaching en nutrition. Pourquoi la nutrition ? Parce que quand j'ai passé le concours de prof, il y a une épreuve de 1500 mètres. Et donc, tu vois, je me suis dit, 1500 mètres, 1,5 km, ça va quoi, il faut courir 1,5 km, c'est pas compliqué. Je vais autour du stade, j'avais compté 400 mètres, c'est un tour. Je me suis dit, ok, à peu près 4. Je mets mon chrono et tout. Je me dis, ouais, donc il y avait une grille en fonction des notes, quoi. Je me dis, à 1500 mètres, je vais aller minimum jusqu'à 15, quoi. Je fais un tour. C'est pas évident, je fais un deuxième tour au bout de ma vie et je me dis mais c'est quoi cette blague, moi qui pensais être un peu sportive quand même, je dis 1,5 km, tout le monde sait courir 1,5 km, non, tu pars comme une balle, tu fais n'importe quoi, au bout de 400 mètres t'as plus de jambes, tu respires, ça va pas du tout, t'as la bouche où tu sens le goût là, t'as froid et c'est horrible. Ouais. Donc grosse claque et là je me suis dit ok, fais pas n'importe quoi, certainement que sur des épreuves comme ça il faut quand même pouvoir s'entraîner avant, donc tu vas te mettre à faire du sport, quoi. C'était ça l'idée, pour avoir une bonne note. Donc, je me suis mis à faire des petits footings. Et puis, en fait, c'était vachement bien de faire des footings parce que, tu sais, comme j'étudie beaucoup, ça me vidait la tête. Et là, je me suis mise à faire du sport. Et figure-toi que dans la salle de sport dans laquelle j'allais, j'ai eu la possibilité de faire du coaching en nutrition à ce moment-là. Et je me suis dit, j'aime le sport. Donc, par conséquent, j'avais commencé à modifier ma manière de m'alimenter. Et ça a commencé comme ça, en fait. Donc, de cet épisode de vie pas terrible, on va dire, il faut que je trouve un deuxième job. J'ai commencé à faire de la nutrition. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, le coaching en nutrition n'est pas légiféré. On peut tous se mettre coach en nutrition. C'est pour ça qu'il y a autant de coachs en nutrition. Et ouais, il faut le dire. On peut faire une petite formation, il y en a plein. Je vais pas cracher dessus parce qu'en fait, c'est ce que j'ai fait. Et on peut faire une formation d'une semaine et se dire coach en nutrition. La seule chose qu'on ne peut pas faire, la loi, elle est pas claire, en fait. Donc, on profite du fait que la loi ne soit pas claire. On peut pas prendre en charge des pathologies. Tu prends pas un diabétique, quelqu'un qui a de l'hypertension ou, l'anorexie, surtout pas. C'est vraiment donner des conseils nutritionnels, en fait, c'est ça. Donc, j'ai commencé à faire du coaching en nutrition pour avoir de job, pour pouvoir payer la maison. Et ça a bien marché. Tu t'accompagnes qui à ce moment-là ? Parce qu'en fait, là t'es en même temps, t'es instit, t'es professeur des écoles, si le terme approprié, c'est celui-ci. Professeur des écoles, tu fais ta formation, tu veux devenir meilleur. Alors déjà, 2 questions. Est-ce que tu deviens meilleur grâce au changement que tu fais dans ton assiette ? Toi Niveau sportif ? Ouais. Ouais. Déjà, je m'entraîne. Bon. Facteur important pour devenir meilleur, s'entraîner, c'est pas mal. Même si j'avais bien mangé. Et en plus de ça, je commence à faire quelques petits changements. Je commence à comprendre qu'il faut manger des protéines le matin, que ça peut être important d'avoir une collation avant d'aller courir pour avoir des glucides. Donc ouais. Je progresse. Tu vois qu'il se passe quelque chose, tu te formes, tu commences à te dire tu vas faire ça, mais en fait là tu vas aider qui ? Parce qu'en fait je connais le côté professeur des écoles, j'ai dans mon écosystème perso plein de gens qui sont dans ce truc-là. Donc quand tu me parles de toi prof des écoles qui doit gérer des classes, du traumatisme que ça peut créer les premières années, je l'ai vu chez beaucoup de gens et qui genre eux ont
définitivement arrêté de travailler dans ce système. Mais je sais que c'est pas du tout non plus très entrepreneur. C'est pas du tout entrepreneurial. Ah non, pas du tout. Du tout. On est vraiment dans un écosystème. Parce qu'il y a cette image de t'as été à l'école et en fait tu restes constamment dans l'école. Donc en fait, grosso modo, entrepreneur walou, que dalle. Il y a pas comment tu rentres dans ce monde de professeur des écoles, je vais commencer à vendre des services. Comment ça se passe? En fait, tu vois, c'est ça mon caractère. Ce que je te disais en début, je me pose pas la question de. En fait, j'ai pas le choix. C'est soit ça, soit je vends ma maison, quoi. J'ai pas envie de vendre ma maison. J'ai passé les câbles électriques avec mon père, tu vois, dans cette maison. On a creusé on a rebouché des fossés et tout ça. Donc je me dis, c'est pas la paix. Puis c'est peut-être aussi ce petit côté un peu, je veux qu'on soit fier de moi. Enfin, tu vois, je veux rendre fier mes parents. Je me dis, j'ai pas le choix. Donc en fait, je commence dans la salle de sport. Donc c'est des sportifs au départ. Et puis je suis la première infirmière. Donc il y a un hôpital dans la ville où j'habite. Première infirmière. Ça se passe. Non, j'ai d'abord suivi ma maman qui a perdu du poids. On a commencé à lui dire, t'as perdu du poids, ouais, c'est ma fille, regarde un peu, elle fait ça, nanani. Puis une infirmière de l'hôpital, et l'infirmière, ça c'est puissant. Les infirmières entre elles parlent beaucoup, puis elles passent beaucoup de temps entre elles. Elles mangent, en fonction des postes et tout ça. Première infirmière, elle en a parlé, puis hop, ça fait le tour de service au-dessus, elles ont commencé à entendre parler de moi, puis après il y a eu le brancardier qui distribuait mes flyers un peu dans tout l'hôpital, etc. Et c'est comme ça que ça a vraiment commencé, en fait. Le premier résultat significatif de ta maman, et après, c'est quoi? Là, tu commences à te dire que les gens te contactent pour de la perte de poids. Ouais, très souvent. Ouais, c'est ça. Le principal sujet de la nutrition, finalement, c'est celui-ci. Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais qui leur permet d'avoir des résultats aussi rapidement? En tout cas, rapidement, qui leur permet d'arriver à obtenir leurs résultats? Ouais, déjà, je les écoute. Ce qui est déjà beaucoup, tu vois, un peu milieu infirmière et tout ça, beaucoup de stress au travail, des horaires très décalés. Donc déjà, je les écoute, je les rassure. Je leur donne plein de recettes aussi, ça j'aime bien. Donc, ah ouais, tiens, je peux cuisiner ça, parce que souvent, les infirmières sont aussi des mamans, des épouses, elles travaillent à plein temps, et donc elles savaient pas quoi manger. Souvent elles me disaient, mais Justine, j'ai pas d'idée, quoi, qu'est-ce que je vais cuisiner? Donc je leur donnais plein de recettes, et en fait ça, elles ont vachement apprécié. Et je pense aussi mon côté un peu prof des écoles, tu vois, un peu douce, bienveillante, patiente, ça leur a parlé aussi, ouais, je pense. C'est-à-dire qu'au début, finalement, les gens, c'est qu'ils ils savent pas comment commencer, ça? Genre, elle veut perdre du poids, mais finalement, tu les amènes à découvrir par quoi commencer et à continuer pour obtenir ce qu'ils veulent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, principe de la perte de poids, calculer quels sont les besoins journaliers de la personne, créer un petit déficit calorique, mais rajouter du volume dans l'assiette pour pas qu'il y ait de sensation de faim, miser sur les petites collations aussi, mettre suffisamment de protéines, donner plein de recettes pour qu'elles puissent cuisiner la même chose pour toute la famille, mais leur indiquer quelles portions elles peuvent prendre. Et donc, perte de poids quand même, assez significative. Le bouche à oreille fait son effet. Ouais. Mais t'es encore simplement coach en nutrition. Exactement. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête là à ce moment-là? À ce moment-là, ça prend vraiment beaucoup de place dans ma vie. Donc moi, je suis à l'école lundi, mardi, jeudi, vendredi, temps plein. Mercredi, c'est coaching. Le soir, c'est coaching. Le samedi, c'est coaching. Le dimanche, c'est coaching. Donc autant dire, c'est 7 jours sur 7. Ça commence vraiment à prendre beaucoup d'ampleur. J'ai des coups de fil. J'ai du mal à gérer les rendez-vous parce que je suis en classe. Donc il y a vraiment des moments où je peux juste pas décrocher, quoi. Je suis pas dispo. C'est compliqué. Et il y a aussi dans ma tête, je me dis coach en nutrition, c'est bien. Mais c'est pas suffisant, quoi. Enfin, tu vois, moi, je voulais avoir la vraie... je voulais que ce soit légal. Enfin, je voulais ce diplôme reconnu. Je me suis dit, bon, voilà, c'est tout. Maintenant, t'as passé un concours de prof des écoles, tu l'as eu. Pourquoi pas reprendre, c'est un BTS, pourquoi pas reprendre un BTS, quoi. Et comme d'habitude, je me suis dit, voilà, c'est tout. Il faut le faire, fais-le, quoi. Te pose pas de questions. J'ai repris les études avec le CNED, donc à distance. Donc, première année du BTS, je l'ai fait en étant temps plein à l'école. Donc, j'étudiais le soir, en plus des coachings, en plus du sport, en plus de tout ça. Et deuxième année du BTS, je prends une mise en dispo. Enfin, je me mets en dispo de l'éducation nationale. Donc, mise en dispo, pas de salaire de l'éducation nationale. Pour passer la deuxième année du BTS, parce qu'il y a des stages. Il y a 15 semaines de stages à faire aussi. Donc, il fallait quand même du temps. Et voilà. Il y a... Comment tu trouves tout... comment tu arrives à gérer tout ce temps? Comment tu fais pour mettre tout ça dans ton planning? Je remplis, je me lève tôt. Je mets mon réveil à 5 heures. Comme ça, je sais que j'ai 2 heures d'apprentissage le matin avant de partir à l'école.
Le soir. Alors, j'ai la chance, je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, à ce moment, enfin, j'ai pas d'enfant. Donc, j'ai pas de charge à côté de gestion d'enfants. Je pense que, bah voilà, c'est un fait, ça libère du temps dans l'emploi du temps quand tu gères pas des enfants, quoi. Donc, je fais ça le week-end, je fais ça dès que j'ai un moment, j'ai mes cours avec moi, je pars en vacances, je prends mes révisions, c'est comme ça, quoi. Quand je vais marcher, j'écoute des vidéos. Ouais, donc, tu commences à voir que c'est à ce moment-là que tu commences à te dire, en fait, professeur des écoles, forcément, ça risque de pas se passer comme prévu dans ta tête, en tout cas au début. Ouais, exactement. Là, je me dis, bon, ok, c'est bien. Par contre, je me sens trop contrainte, je me sens trop enfermée. Je commence à goûter un peu à l'entrepreneuriat, donc au fait de gérer son emploi du temps quand même, de communiquer sur les réseaux, de créer quelque chose. De générer de l'argent aussi. De générer de l'argent, exactement. Et surtout, de pas se cantonner à un salaire fixe de l'éducation nationale, parce que c'est comme ça, hein, c'est que tu as ton salaire, puis tu es inspecté de temps en temps, et en fonction de si tu fais vrai, encore maintenant, c'est même plus vrai ça, tu es inspecté, et t'as des échelons, quoi. Et donc, tous les profs ont le même salaire au moment de leur vie, et ils terminent leur carrière avec le même salaire, quoi. C'est comme ça, tu sais que quand tu rentres, tu suis ce truc, que tu sois mauvais ou que tu sois bon. Que tu travailles en dehors ou que tu travailles pas en dehors, tu auras le même salaire que ton voisin qui fait rien, enfin, voilà. Ouais. C'est comme ça. Et ça me gênait vraiment, quoi. Que, à côté, je me disais, coaching en nutrition, ok, si je fais 10 coachings dans ma journée, j'ai autant d'argent, quoi. Si j'en fais 5, j'aurais que ça. Bon, comment je peux faire pour en avoir 20 Et là, effectivement, t'as ce champ des possibles aussi qui ah ouais, ok, ouais. C'est comme ça que ça marche. T'aurais pu très bien rester coach, finalement. J'aurais pu, ouais. Mais pourquoi avoir envie de devenir meilleur sur ce sujet-là ? Comme je te disais, il y avait quand même une partie de moi qui me disait, coach, il y a un petit flou dans la législation, ça me plaît pas trop. J'aime bien faire les choses. Et puis je me suis dit, je vais apprendre plein de choses aussi, je vais devenir meilleure professionnelle. Et puis aussi, à ce moment-là, on commence à parler de notre projet, donc avec Anthony, qui est mon compagnon. On commence à parler de mythes qui... on commence à en parler entre nous, et il dit, bon, ok, pour Alors attends, il y a un sujet. Tu t'es séparé avec la maison, donc t'as un nouveau chéri qui revient qui s'appelle Anthony. C'est ça. Avec qui est ton cofondateur aujourd'hui en plus. C'est ça. Qui est ton cofondateur aujourd'hui. Avec qui est dans la diététique lui aussi ? Pas du tout, il est ingénieur. Ok, donc rien à voir, qui est ton chéri à ce moment-là, et à qui vous parlez de Mythe, qui est ton entreprise et que tu développes actuellement. Ok, super, j'ai le contexte. Voilà, ouais. Et lui, il me dit, écoute, quand même, pour aussi la crédibilité d'entreprise, être diète, c'est bien, quoi. Et donc, il y a quand même aussi une petite pression de me dire, si je veux que l'entreprise fonctionne, c'est vrai que c'est mieux. Surtout que je pense que si les gens ne connaissent pas le monde de la diététique et de la nutrition, le BTS diététicienne est un BTS excessivement dur à obtenir. Il y a beaucoup de gens qui veulent l'obtenir, mais il y en a très peu qui y arrivent pour de vrai, ou qui lâchent en cours de route. Même les premières années où pour y rentrer, ça demande énormément de connaissances. Toi, le travail, plus ça, genre, comment t'as réussi ? Comment tu réussis à faire ça ? Mais avant le BTS, si tu veux, qui est finalement Bac+2, moi j'ai Bac+5 parce que j'ai passé une licence, j'ai passé un concours éducation nationale qui est aussi très exigeant en fait. Donc c'est presque trop facile. Non, c'est pas trop facile parce que c'est très scientifique. Par contre, ça, j'ai pas du tout le background, j'ai pas fait de bac S et tout ça. Donc quand je vois les cours de biochimie la première fois, je me dis mais c'est une blague en fait. Je comprends pas les atomes là. Je ne sais pas moi, je sais pas ce que c'est quoi. Donc je fais une mise à niveau pour comprendre. Et après, c'est tout. Enfin, je me dis, c'est un Bac+2, quoi. J'ai un Bac+5. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Bosse, comme tu as toujours bossé, étudie. Essaye de faire des liens entre ce que tu apprends, surtout, même si tu retiens pas par cœur. Essaye voilà, tu vois, il faut qu'on apprenne les aliments, là. Il faut les macros des aliments. Il faut savoir le lait, combien de grammes de protéines et tout ça. Moi, j'essaie de me dire, le lait par rapport au fromage, il y a forcément plus. Donc, j'essaie d'avoir des raisonnements logiques. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai essayé de fonctionner comme ça. Quand tu obtiens ton BTS, qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Voilà, là, déjà, quand même, grand soulagement, parce que je me dis, quand même. Ça, c'est fait. C'est fait. J'ai obtenu j'ai fait. Voilà, j'ai réussi, quoi. Et donc là, je me dis, OK, pour Meet, ça va donner un nouveau tournant. Pour mes patients, bah aussi, parce que voilà, j'ai appris des choses. Donc là, moi, je me sens vraiment plus légitime, quoi. Donc, je peux vraiment même prendre des diabétiques, je peux m'occuper de l'obésité, tout ça, je sais faire. En plus, je suis remboursée par la mutuelle, donc c'est aussi c'est un levier intéressant aussi, c'est vrai. Pour du développement, c'est hyper cool. Et donc là, je prends vraiment mon rôle. Donc on est au début de Meet, et donc là, je me dis, OK, on y va, quoi. C'est le début de l'aventure. La Meet, dans ta tête, c'est quoi? Alors, au début, Meet, c'est quoi l'idée de Meet? Alors, c'est Meet, sauf que les gens qui nous entendent et qui vont pas l'entendre, il y a M-E-A-T. Ouais. Pourquoi ce nom? Rien que ce nom-là, j'ai envie de savoir pourquoi c'est écrit comme ça. En fait, les 3 M, on s'est dit, c'est vrai, quand on mange quelque chose, et en fait, on s'est dit, bon, OK, c'est sympa. Ces 3 M, on va les garder en préfixe pour tous nos projets, parce qu'on a plein d'idées. Et donc, on s'est dit, OK, notre appli pour le suivi en nutrition, ça va être Meet, parce qu'il y a les 3 M et EAT, donc manger. Et en même temps, ça fait Meet rencontre. Donc, voilà. Et on a créé des livres de recettes, on a gardé les 3 M et on dit M-Book. Et pour nos autres projets, on aura ce préfixe qu'on pourra garder aussi à chaque fois. Et peut-être que les gens vont retenir. C'est un peu votre signature. Ouais, exactement. Et donc, Meet, à la base, l'idée, c'est quoi? Alors, Meet, si tu veux, donc c'est une start-up, start-up française, donc Anthony et moi. Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai plein de demandes de patients. Et j'ai plus de place dans mon emploi du temps. Donc, sur les réseaux, ça marche bien. J'ai plus de place. Et donc, les gens me disent, Justine, qui je peux aller voir, quoi? J'habite dans telle région, qui je peux aller voir? Je sais rien. Je connais pas d'autres diètes je sais pas. Et donc là, je me rends compte, OK, les patients, ils savent pas en qui ils peuvent avoir confiance. Donc, il y a des gens qui veulent perdre du poids ou améliorer leur alimentation, ils savent pas qui aller voir. Dans le même temps, j'utilisais des applis de nutrition et Anthony me voyait chipoter. Donc, je sais pas si tu vois un peu, quand on veut faire un plan alimentaire, il y a des pourcentage de macros à respecter, donc macros, protéines, glucides, lipides, 20% de protéines, 50 de glucides, 30 de lipides. Et donc, quand tu mets du pain, tu as un certain pourcentage, puis à la fin de ta journée, tu dois avoir un nombre de calories et aussi une bonne répartition de macros. Et donc, quand tu n'y es pas, tu dois un peu modifier. Allez, j'ai mis 60 grammes de pain, je vais mettre 50 pour enlever un peu de glucides. Et il me voyait faire ça. Et lui, dans sa tête d'ingénieur, il s'est dit, mais enfin, il faudrait un bouton, là, pour tout équilibrer en un clic. J'ai dit, mais n'importe quoi. C'est impossible de faire ça. Qu'est-ce que tu dis, quoi? Tout le monde fait ça, c'est impossible. Il me dit, non, je te garantis qu'il faut, on l'appelle la baguette magique et ça fonctionnerait, quoi. Parce que moi, j'avais pris l'habitude de le faire en même temps que mes consultes, mais j'ai plein de collègues diètes qui font ça le soir. Donc, ils font leurs consultes. C'est exactement ça. Ah, c'est vrai. Et ils se tapent les comptes rendus à rédiger, les plans, les recettes et tout à envoyer le soir. Donc, en fait, ils ont double de travail. Et il dit, mais ça va pas, quoi. Donc, en fait, c'est un peu ce constat. Il y a une demande. Et d'un autre côté, il y a des outils qui sont pas bien faits actuellement. Nous, on va faire une appli qui répond à ça. Donc, notre app, c'est à la fois les patients, ils peuvent télécharger l'appli, répondre à des petites questions. Par exemple, une patiente végétarienne qui veut perdre du poids. Elle répond, voilà. Et nous, grâce à notre app, elle sera mise en relation avec le bon professionnel qui pourra la prendre en charge, parce qu'il y aura à chaque fois le professionnel qui pourra mettre une petite vidéo de présentation, donc elle pourra regarder avec qui elle a le plus confiance, échanger quelques messages. On aura un outil super performant en plan alimentaire pour générer ça, ce qui permettra de libérer du temps pour les diètes, pour les professionnels de santé, qui pourront à ce moment-là vraiment pleinement jouer leur rôle de diète, à savoir écouter, motiver, soutenir, encourager les patients, parce qu'en fait, ils n'auront plus du tout ce travail-là à faire à côté, quoi. Quel travail presque chiant, en fait. Mais ouais, c'est des maths. C'est vraiment, comme je te dis, changer des proportions, voilà. Et en plus de ça, nous, on a une base de recettes de 1000 recettes. Donc, en plus de ça, parce que moi, j'ai dû les encoder à la main, toutes les recettes que je voulais leur donner. Et là, tout est fait, quoi. Il y a 1000 recettes. Ça peut se faire en direct, donc les visios, qu'est-ce que tu veux manger ce midi? Ok, un chiparmentier, ok, il tape à chiparmentier, hop, il met, ce soir tu mangeais quoi? Un gratin de courgettes, t'appuies sur la baguette magique, ton plan alimentaire, il est fait. Ça t'a pris 3 minutes. Putain, c'est ouf. Et en plus de ça, grâce à l'app, on pourra suivre au quotidien, parce que les patients pourront noter ce qu'ils ont mangé, si c'était bon, est-ce qu'ils avaient encore faim, et aussi, très quotidiennement, envoyer des petits messages d'encouragement, répondre aux questions, etc., quoi. Et l'idée de base, est-ce qu'elle est aujourd'hui? Est-ce que c'est
directement l'essence du projet de base qui est... Parce que je sais que ça arrive beaucoup qu'on ait une idée de base et que finalement, l'idée de base, soit on bifurque, soit carrément elle évolue et finalement, elle n'est plus du tout l'idée de base. Est-ce que c'était directement ça? Ouais, ça se rapproche vraiment fortement. Vraiment, ce constat qu'on a fait dès le départ, là, on s'est dit, il y a un besoin, il faut qu'on réponde à ce besoin. Donc, ça a évolué un petit peu, mais vraiment, les grandes lignes sont là, quoi. À quel moment tu t'arrêtes ton aventure de professeur des écoles? Parce que là, je pense que là ça prend énormément de temps. Ouais. Il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup, je pense, il doit y avoir du kiff de dingue. Et en plus, maintenant, t'as ton chéri qui est avec toi. À quel moment tu te dis, allez, on arrête et on lance là-dedans à fond Eh ben, moi, j'ai démissionné cette année. Parce qu'en fait, on a le droit à 3 ans de dispo. Bien sûr. Donc, j'ai pris les 3 ans de dispo, un peu par sécurité, en me disant... Bien sûr, parce que tout le monde... si ça va pas, voilà, je peux retourner. Voilà. Bon, j'avais déjà plus de salaire de l'éducation nationale, donc c'était juste ma place, entre guillemets. Si je voulais retourner en tant que prof, ma place était gardée. Mais voilà, j'ai démissionné vraiment officiellement cette année, même si ça fait 3 ans que j'enseigne plus, en fait. Oui, donc ça fait 3 ans. En fait, si t'as pas de salaire pour de vrai, si t'avais pas de salaire de l'éducation nationale pour de vrai, ça fait 3 ans que t'es déjà potentiellement à ton compte déjà, mais t'es officiellement plus, tu peux plus y retourner aussi facilement que prévu. Ouais. Au début, comment ça se passe que tu fais encore tes coachings, t'as encore du monde, donc tu gagnes plutôt bien ou mieux ta vie qu'avant? Ouais. C'est ça. Ça se passe comment? Genre que il y a pas la période. En fait, généralement, ce que font les gens, ça a été mon cas. Tu te mets à dispo, mais tu te mets à dispo avec Pôle Emploi. Finalement, t'as la sécu de au moins de quelques mois, selon comment ça se passe, de quelques mois. Alors que toi, avant d'y aller, tu gagnes déjà entre guillemets ta vie. Donc en fait, ça se passe plutôt bien. C'est exactement ça. Ça se passe bien. C'est quoi les complications que tu rencontres à ce moment-là? Parce que là, forcément, tu passes de professeur des écoles à tu dev une appli, ou il y a du dev, donc tu rentres vraiment là. Là, c'est l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat dans le monde du développement et de la création d'une startup, c'est encore un autre sujet. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Alors, ce qu'il faut savoir, j'ai la chance. Donc, Anthony, il est incroyable sur tous les niveaux. Mais en plus de ça, il est un petit peu plus âgé. Il a déjà... Lui, c'est un ingénieur, donc il a déjà fait plein de projets avant. Il sait comment ça se passe. Il est hyper rassurant. Il est hyper... Enfin, vraiment... C'est un ingé, quoi. Ouais. Les ingés, c'est simple, c'est pas compliqué. Faut suivre, voici la marche à suivre. C'est ça. Ouais. Et en fait, je peux même pas dire que j'ai des difficultés particulièrement. Alors si, c'est énormément de travail, c'est de la pression. L'investissement financier aussi. L'investissement financier, donc on est sur fonds propres. Ok. Donc quand même la pression de se dire faut que notre app fonctionne, quoi. Lui à côté, il continue son job ou... Lui il est indépendant aussi, donc il a d'autres projets sur le côté en plus de Meet, quoi. Ouais. Ah oui, donc ça veut dire que oui, c'est-à-dire que là vous êtes full time plus lui à côté sur le côté. Ok. À quel moment Meet existe pour de vrai? À quel moment c'est le... Eh ben demain, en fait, si tu veux, là, on a eu les premiers retours de nos apps, en fait, donc on est en train de les tester. Donc là, on est vraiment, au moment où on enregistre, vraiment au tout début, vraiment de l'application. Ça a commencé à exister parce que, tu vois, on s'est dit, OK, bon, on a une app, OK. Nous, on la trouve la plus merveilleuse du monde, comme tous les entrepreneurs, c'est normal. On s'est dit, OK, en plus, notre app, ça doit répondre aux professionnels, enfin, c'est pour les pros, donc il faut se faire connaître chez les pros, et aussi pour les patients. Ok, donc il faut créer 2 communautés. Ok, bon. Donc là, tout de suite, on se dit, réseaux sociaux, on va s'y mettre à fond. Il faut qu'on crée des communautés, 2 communautés différentes. Donc ça fait déjà 2 ans qu'on est à fond sur les réseaux pour se faire connaître, voilà, d'une certaine manière. Donc ça a commencé il y a 2 ans, mais on n'avait pas de produit, quoi, si tu veux. Donc on offre du contenu, là, pour l'instant, tout en qu'on... Voilà, on tease un petit peu sur le projet, sur l'app, etc. Mais ouais, là, on est au moment où on enregistre, c'est vraiment tout bientôt, quoi. Tu parles de créer une communauté. Alors déjà, créer une communauté, on ira sur ce sujet-là, forcément, à un moment, mais là, tu dois créer une communauté de gens que tu vas aider à atteindre leurs résultats en termes de nutrition, en termes de perte de poids, en termes de rééquilibre, blablabla. Mais tu dois aussi créer et trouver cette communauté d'experts qui vont potentiellement être aussi qui vont aussi aider et qui vont nourrir ton application. Comment tu arrives à gérer? Alors déjà une communauté c'est dur, mais en gérer 2, c'est comment vous arrivez à faire ça? Là on veut les secrets, on veut absolument tout. Justine, fais-toi plaisir. Alors,
Pour la communauté des patients, donc moi j'avais commencé à communiquer sur les réseaux, voilà, même quand j'étais coach, déjà j'avais ma page Facebook qui fonctionnait quand même plutôt bien. Donc ça, j'ai continué à donc dès le début, tu as commencé à prendre en considération les réseaux sociaux et de créer direct, ça. Okay. Ouais. Tu en sors comment? Genre ça se passe comment? Tu fais des petites vidéos? Tu fais quoi ça? Je publie tous les jours. J'ai des petits rituels. Le matin, il y a une publi un peu motivation à 7h30. À midi, j'ai un post sur la nutrition. À 18h, c'est une recette. Et à 21h30, c'est un truc humoristique. Donc, t'as 4 publications par jour qui sortent tous les jours, absolument tous les jours, même le jour de Noël. Absolument tout le temps. Ah ouais. Et tu fais ça toute seule? Ouais. Ah ouais, perte de ouf. 4 publis, donc ça c'est pour ma page Facebook, côté Justine Nutrition, Justine Diète. Donc ça c'est vraiment, donc sur Facebook 100 000 abonnés, donc ça fonctionne plutôt bien. Et donc il y a ça, donc ça c'est plutôt de mon côté. Et on s'est dit aussi, ok, pour attirer, pour créer une communauté autour de la nutrition, quel contenu utile on peut offrir? Là je me suis dit, les recettes. Donc, on a créé les recettes de mythes. Là, c'est 420 000 sur Facebook parce que tous les jours, il y en a 3 des publics qui sortent. Donc, le matin... Encore aujourd'hui? Ouais. Le matin, c'est le menu de la journée. Donc, un menu équilibré. Donc, qu'est-ce qu'on peut manger au petit-déj, le midi, le soir, qu'est-ce qu'on peut prendre comme dessert avec les recettes. Un truc de ouf parce que c'est très long à produire. Quand tu me dis ça, je me dis waouh, tout ce qu'il faut faire. Juste sur ça, je fais ok, vas-y, on veut la suite. Le midi, c'est un petit truc marrant aussi en lien avec la nutrition. Et le soir, c'est un reel. Ok. Donc avec une recette aussi. Qui s'occupe de tout ça? Moi. Tu fais tout? Alors, au début, donc le menu, c'était toujours moi aussi. Très vite, on a embauché 2 diètes pour nous aider. Ok. Et les reels, on a embauché 2... Alors, on dit 2 cuisiniers, mais qui ne sont pas du tout cuisiniers, en fait. je le dis, je l'avoue. Ce sont des acteurs qui présentent bien, qui sont très à l'aise avec la caméra. Donc, le dimanche soir, je leur prépare leurs petites recettes. Je leur prépare leur drive, parce qu'ils habitent Paris. Donc, ils vont chercher le drive le lundi matin, à côté de chez eux. Ils ont 1 semaine pour se filmer. Et ensuite, soit Anthony, soit moi, on fait le montage. Bon, là, depuis 1 mois, on a une monteuse. Ça y est. Donc, c'est plus nous qui faisons les montages. Donc, on a une monteuse. On a 2 diètes qui nous aident. On a 2 acteurs qui font les... qui finalement cuisinent pour de vrai. Qui cuisinent pour de vrai, ouais. 2 personnes qui cuisinent. 2 cuisiniers. Dans le même temps, moi, j'ai créé un groupe Facebook qui fonctionne très bien aussi. Donc là, il y a une modératrice. Il y a une modératrice sur la page Facebook. Et j'ai une personne, parce qu'on propose un batch cooking de la semaine, donc il y a une personne qui fait le batch cooking aussi. Voilà. Ça fait pas mal de monde, finalement. Ouais. Et un niveau de création de contenu, c'est même plus être régulier, là. C'est 4 publications par jour. Plus 3. Plus 3 sur Facebook. Vous êtes principalement sur Facebook. Ouais. Ce qui est... rare. C'est pas rare. On n'entend plus personne dire qu'ils sont sur Facebook. Comment Alors, on va revenir sur il va falloir que tu nous expliques tes secrets de régularité, de création et tout. Parce que là, juste une publication, la plupart des gens, ils sont en PLS. Ou 3 par semaine. C'est dur. Là, t'en as 4 par jour, plus 3 sur d'autres sujets. Il va falloir que tu nous expliques un peu tout ça. Pourquoi Facebook? Alors, c'est sur Facebook que je me sens le plus à l'aise parce que j'y ai passé le plus de temps, en fait. Donc, moi, j'aime bien. Déjà, j'aime Facebook. Ok. C'est pas honteux. J'aime Facebook. Et parce que on vise... c'est pas vraiment une volonté. C'est plutôt fait comme ça. Mais les gens qui nous suivent sont des personnes qui sont sur Facebook et qui sont pas sur Instagram. Donc, des personnes, plutôt 40, 50 ans, des femmes. Et ce qu'il y a sur Facebook, qu'il n'y a pas sur Insta quand même, c'est tout l'aspect groupe. C'est le groupe là, tu sais, dont je te parlais. Oui. Tu vois, sur notre groupe, on est presque à 100 000. Parce qu'en fait, sur ce groupe, c'est un truc de fou. Elles cuisinent, elles postent leurs photos.
C'est un truc de dingue. Donc, en fait, on a des photos de ce que tout le monde mange et puis t'as des commentaires. Ah, mais c'est génial. Oh, ça a l'air trop bon. Oh, j'ai modifié un petit peu la recette. J'ai fait comme ceci, j'ai fait comme cela. Ah, tiens, j'ai eu des poireaux. Qui est-ce qui peut me sortir la bonne recette avec des poireaux? Et en fait, tout le monde met tout ce qu'il mange tout le temps. En fait, vous avez fait une prouesse dingue. En fait, aujourd'hui, les groupes Facebook, c'est quand même, franchement, à un moment, c'était abusé. Il y en avait dans tous les sens. Ouais. Et aujourd'hui, on en a beaucoup moins parce que la plupart des gens vont moins sur Facebook. Mais vous avez un groupe de 100 000 personnes et j'ai l'impression qu'il est hyper actif en plus. Hyper actif, ouais. Mais je pense que vraiment, des dames de cet âge-là qui sont à l'aise avec Facebook. Et c'est vrai que quand même, sur Insta, t'as pas ce côté échange, pouvoir se donner des conseils. Alors, tu vois, par contre, point d'honneur sur ce groupe Facebook, Magali, notre modératrice, elle sait, c'est qu'il n'y a pas de drama, quoi. Ok. Parce que sur les groupes, combien t'en vois qui s'étripent là tout le temps au début, elle poste son assiette. Mais vous auriez dû mettre des féculents. Là, vous allez avoir faim à 14h, mais on vous demande pas en fait. Tiens, on vous a pas demandé votre avis. Donc nous, on fait pas de drama, quoi. Et donc Magali, elle le sait, elle le fait à la perfection. Dès qu'il y a un commentaire relou, on enlève, on supprime et on bannit la personne, quoi. Enfin, vraiment, oui, c'est juste comme ça. Il n'y a pas de jugement. Vraiment, j'ai même mis sur la bannière, c'est bienveillance, quoi. C'est vraiment, on est là pour l'échange. Donc, voilà, c'est ça aussi. Et donc, les gens s'y sentent très bien. C'est ce qu'on dit. Mais c'est le seul groupe où on est libre de s'exprimer. Alors, tu sais, il y a des gens qui ont des problèmes de poids. Voilà. Et donc, il y a des commentaires parfois. Il n'y a personne qui se moque. Vraiment, jamais personne, quoi. Alors, s'il y a eu ça au début, on supprime, on n'en parle pas, on commence pas à faire un post, ici, tout le monde se respecte. Non, on le sait en fait, on le sent. Donc voilà, les gens se sentent très à l'aise voilà, elles vont pas se faire juger, quoi, sur notre groupe. Donc en fait, elles continuent de partager. Tu savais qu'au début, ça allait être un point fort, le fait de cette création de communauté autour de Meet? Pas du tout, je suis un peu surprise moi-même en fait. Donc tout est né de cette histoire de menu là dont je te parle. J'ai vraiment eu cette idée une fois de me dire, allez, tiens, le matin, si on mange des tartines, tiens, qu'est-ce qu'on peut manger à midi pour que ce soit équilibré? Puis tiens, c'est la saison des abricots. Enfin, tu vois, vraiment, j'ai commencé comme ça. Et en fait, ça a vraiment bien fonctionné. Et là, je me suis dit, bon, ok, je vais mettre ça sur un groupe pour que les gens puissent s'échanger, mais je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Pas du tout. Putain, c'est ouf. Parce que j'avoue, quand tu me dis Facebook, franchement, je te jure, je suis en mode genre, waouh, relou. Surtout, est-ce que vous avez essayé de faire la même chose sur d'autres plateformes? Ouais, alors sur Insta, on est quand même à 60 000 aussi. Voilà, donc c'est pareil, sur Insta, il y a un reel qui sort pas. Il y a une publi par jour, un reel. Enfin voilà, il y a soit une publi, soit un reel. Donc il y a quand même aussi une publi, enfin un truc qui doit sortir sur Insta. Et on a fait ça sur TikTok aussi. Sur TikTok, je crois qu'on est à 150 000, un truc comme ça. Ouais, donc vous savez comment ça fonctionne. En fait. Vous avez compris comment ça fonctionnait. Ouais. Qu'est-ce qui fonctionne? Par exemple, quelqu'un qui nous écoute et qui veut, dans sa thématique à lui, réussir à avoir des résultats comme les vôtres? Pour moi, et Anthony aussi le dit tout le temps d'ailleurs, c'est de créer du contenu utile. De toute façon, tu le vois sur ce que tu regardes peut-être sur Insta, c'est soit du contenu marrant, ça te fait marrer, t'es là pour, voilà. Soit du contenu complètement waouh. Moi, je pense à Amaury Guichon, je sais pas si tu vois, ce chocolatier qui fait des cultures de dingue. Tu sais que tu sauras jamais le refaire, mais tu regardes parce que c'est tellement incroyable. Donc, il y a soit l'humour, soit le côté waouh, soit, pour moi, l'utile. Bon, je suis marrante. Je sais pas, voilà, mais je me dis, bon, l'humour, on va oublier. Je sais pas faire de trucs waouh. Donc, je vais essayer de faire de l'utile. Et donc, en fait, on s'est dit, moi, à chaque fois que je poste un truc, je me dis, qu'est-ce que les gens vont apprendre ? Qu'est-ce qu'ils auront appris après avoir vu mon contenu? Et je parle pas de moi. Alors, ça peut arriver, j'ai eu mon BTS, j'ai fait une publi, je suis trop contente, j'ai eu mon BTS, quand il y a un bouquin qui sort, j'en parle et je mets une photo de moi, parce que c'est quand même les publications qui font le plus de likes, c'est sûr. Ça et les photos avec les enfants. Bah, j'en ai pas. Va falloir que j'ai pas de chien non plus. Pas de chien, pas d'enfant, va falloir vous démerder. Là, vous allez arriver à des millions de followers. Là, c'est là-haut. Ouais, donc ça on n'a pas, donc bon. Et donc en fait, je me suis dit on va faire de l'utile. Donc en fait, c'est vraiment recette, c'est hyper utile. Et puis l'avantage qu'on a, c'est que on peut en sortir tous les jours. Enfin tu vois, on n'est pas limité comme je sais pas un autre entrepreneur qui comment dire toi par exemple, toi sortir une publi utile tous les jours en termes de quantité de réflexion, c'est quand même vraiment difficile.
Et ça me saoule. Ouais. Je suis très content que ce podcast existe, que ça me permet justement là, je peux potentiellement en faire tous les jours. Mais sortir des trucs tous les jours, horrible. Et puis, c'est pas l'essence de mon job, pour de vrai, pour le coup. Mais je comprends très bien. L'algo aime, quoi. C'est ça, hein. Donc, on est sur les recettes, on peut en sortir plusieurs par jour, tous les jours, sans trop de problèmes. Maintenant, on commence un peu à recycler ce qu'on a fait il y a 2 ans aussi. Donc, il y a vraiment plus aucun problème pour que ça sorte tous les jours. Donc, c'est vraiment, nous, on est basé sur de l'utile. Donc, pareil, il n'y a pas de drama, il n'y a pas de debunk, il n'y a pas de on épingle quelqu'un, il n'y a pas de coup de gueule, il y a rien de tout ça. C'est, à la fin, est-ce que j'ai appris quelque chose ? Oui. Et voilà. Et en plus, c'est souvent sourcé, c'est scientifique, c'est pas des conneries non plus, tu vois, on n'est pas... Donc en fait, ça fonctionne très bien. Et pour moi, là, c'est vraiment un conseil, il faut faire de l'utile. Si on sait pas faire du drôle ou du waouh, de l'utile, c'est vraiment bien, quoi. Il y a de l'utile et de la création de liens aussi, j'ai l'impression. Genre, c'est parce qu'en fait, il y a plein d'informations hyper utiles, mais j'ai l'impression que aujourd'hui, si on fait que du utile et qu'il n'y a pas de création de liens, comme vous faites... J'ai l'impression que ça marche pas. Comment vous arrivez à fédérer les gens autour d'eux? Parce que là, pour le coup, forcément, Meet, c'est communauté de personnes qui veulent obtenir des résultats sur l'aspect nutrition et diététique. Et de l'autre côté, on a les experts. Forcément, fédérer tout ça, c'est hyper challengeant. Parce que là, tu as 2 exigences totalement différentes. Comment vous avez réussi à fédérer... En fait, à faire que ces 2 entités, au milieu, en fait, c'est Meet. Comment vous avez réussi à faire ça ? Donc, on a commencé par plutôt l'aspect plutôt patient, donc recette, tout ça. Et après, on s'est dit, ok, c'est bien, mais si on lance notre app et qu'on a 100 patients, mais qu'il n'y a pas de pro pour les prendre en charge, ça va me retomber dessus. Merci. Et je peux pas gérer tout le monde. Non, je peux pas, et j'ai pas l'envie non plus. Donc, ok, il faut qu'on se fasse connaître chez les pros. Bon, comment on va faire ça ? Ok, bon, LinkedIn, super, ça marche bien. On peut inviter des jets dans notre réseau. Enfin, voilà, super. Et là, on s'est dit, mais ça va pas suffire. Donc là, on s'est dit, on va créer des podcasts. Donc, en fait, on a créé les Conversations de Meet, un podcast à destination des professionnels de santé pour aussi continuer à offrir du contenu, cette fois-ci chez les pros, du contenu utile. Donc, tu vois, on a fait des podcasts, la nutrition chez les patients qui ont un cancer. Il s'appelle comment ton podcast ? Les Conversations de Meet avec 3. Contenu utile pour les pros. En plus, on invite les pros. Tu vois, c'est ce que tu fais aussi. Donc, ils vont en parler autour d'eux. Ils vont dire, mais voilà, je suis allée dans un podcast. Il y a le côté un peu, allez. Reconnaissance, autorité, notoriété. Crédibilité. Voilà. Donc, on a fait ça. Ça marche bien, donc on est sur YouTube, sur les plateformes d'écoute, etc. Donc ça marche bien, mais j'ai commencé un peu après ça. Donc j'ai moins de monde. Puis de toute façon, on a besoin de moins de monde que les pros. On va pas faire 400 000. Donc voilà. Maintenant, fédérer, c'est pas encore le cas. Ça le sera quand notre app va vraiment sortir et que un patient pourra prendre un suivi avec un pro qui sera mis sur notre app aussi, quoi. Là, on voit un peu l'histoire de Meet. On voit un peu ton parcours aussi. Franchement, vraiment, le parcours, il est oufissime dans le sens où, en fait, tu passes de professeur des écoles à créatrice de contenu sur plusieurs plateformes, créer une communauté, créer une application. Est-ce que tu as pris un peu de hauteur et tu t'as un peu observé ça et tu t'es dit, et t'as regardé en disant, c'est pas mal. C'est pas mal. Ou alors tu te dis putain, on en a encore beaucoup à faire, il y en a encore beaucoup de choses à réaliser. Ouais, c'est plutôt ça. Alors ça, je pense que c'est un peu le tort de tous les entrepreneurs, enfin même de tout le monde, en fait. C'est qu'on a du mal à se retourner, à se dire ah ouais, tiens, c'est quand même pas mal, je suis fière de moi. On me dit pas trop, quoi. Donc non, moi je suis là, c'est le début de Meet, il y a la pression, on a investi de l'argent, il faut que ça marche, quoi. Enfin, tu vois, on s'est donné 3 ans pour que ce soit rentable, donc on a en tête des chiffres. Il faudrait qu'on ait autant de pros qui prennent en charge autant de patients et que voilà. Donc non, je t'avoue que pour l'instant, j'arrive pas à me dire mais waouh, c'est dingue, je me rends pas compte de ça, en fait. Parfois on me le dit, on me dit mais Jules, quand même, tu te rends compte ce que t'as fait, tu te souviens quand t'étais encore prof et tout, mais je me dis pas non, peut-être un petit syndrome de l'imposteur de me dire non, c'est pas si ouf que ça, en fait. Tant qu'on est dans l'action, finalement on s'en rend pas forcément compte. Ouais, c'est vrai. Mais là il y a le coup la création de contenu. C'est un sujet, quand on est entrepreneur, forcément c'est un sujet qu'on a énormément abordé, quasiment tous les invités de ce podcast et des autres.
là, je trouve, qui est hyper impressionnant, c'est la quantité de contenu que vous faites. Tu dis contenu utile, ok, contenu utile, ça, ok. Mais quantité de contenu utile, et ça sur la régularité, vous êtes pas, et puis t'as pas de community manager en plus de ça? Mais en fait, j'adore. Mais ça, c'est mon caractère, mais j'adore la régularité, moi. Ok. Mais quand je pars en vacances, je prends mon ordinateur avec, et parce qu'en plus, les reels sur Facebook, on peut pas les programmer. Oui, je sais. Trop chiant. Et en plus, je peux pas le faire dans l'appli, bref. Donc, il y a le décalage horaire, mais c'est pas grave. Moi, à 7h, parce que c'est l'heure à laquelle le reel doit sortir, qu'importe le pays dans lequel je me trouve, s'il y a du Wi-Fi ou pas de Wi-Fi, je vais me débrouiller pour poster parce que j'adore. Mais vraiment, et si je le fais pas, je me sens pas bien. Donc, en fait, la régularité me rassure énormément. C'est ça aussi, je pense. C'est que il y en a, toi ou d'autres, ça vous passe un peu au-dessus. C'est pas, enfin, voilà, c'est comme ça. C'est un trait de personnalité, je pense. Bien sûr. Moi, j'adore. Je me dis, est-ce que j'ai publié mes 4 trucs là? Ouais, je suis trop contente en fait. Je me dis, c'est bien, allez, encore une bonne journée. Tu conseillerais quelqu'un de créer autant de contenu et d'y aller pour réussir? Est-ce que tu conseillerais quelqu'un de le faire? Je le conseillerais, mais seulement si c'est du plaisir. Parce que si on se dit, ouais, je le fais, je me force, et finalement, ça va se ressentir dans les publis et dans l'essoufflement, et puis dans la manière de répondre aux gens après. Donc ouais, il faut le faire si on aime. Est-ce que tu réponds aussi à tous les commentaires et tout? J'essaye. Alors, tu vois, les commentaires, quand je publie un truc, 5 idées avec de la figue. 2e commentaire, j'aime pas la figue, par quoi remplacer? Attends 2 heures, t'auras une nouvelle publication. Tu les fais pas, les recettes avec de la figue, si t'aimes pas la figue, en fait. Okay. Peut-être juste ça. J'essaye de répondre à tous les commentaires, mais enfin, voilà, il y a la modératrice sur le groupe qui répond à beaucoup. Et en fait, sur le groupe, surtout, tout le monde se répond entre eux. Donc en fait, des fois, moi, j'ai même plus besoin, je regarde le truc, quelqu'un a répondu, tu vois. Genre, on a créé des livres, donc ça, on va peut-être en parler. Tu mets le lien, tu mets une publication avec le lien pour acheter le livre. 2e commentaire, où peut-on acheter les livres? T'as le lien dedans, hein. Bref. Et t'as quelqu'un qui répond gentiment, voici le lien pour répondre. Et moi je dis, mais c'est génial. Je dois même plus y aller, quoi. Donc ouais, j'essaye sur le groupe quand même de montrer que je suis encore là. Je réponds vraiment aux questions purement nutrition. Okay. Quand il y a un truc qui sort, moi j'ai fait une détox là pour perdre du poids, j'interviens avec ma casquette de diète. Non mais les détox ça sert à rien, il faut arrêter, enfin bref. Les détox ça sert à rien, on est d'accord? On est d'accord, ouais. Parce que j'ai acheté des thés détox. En fait, ma femme m'a dit c'est de la connerie. J'ai fait ok, je sais, mais j'ai envie d'acheter un thé où j'ai l'impression que grâce à ça, je vais me détoxifier. Et alors, en fait, pas du tout. On est d'accord? Non, parce que tu as un foie qui fonctionne bien. Qui fonctionne bien, donc si un foie qui fonctionne bien, pas besoin de thé détox. Non. Et t'es un sportif en plus. Donc tu fais du sport. Je fais un peu de sport. Je reprends bien le sport, mais donc en fait, tout ça, c'est commercial, c'est marketing, ça sert à rien. À fond. Détox, ça sert à rien du tout. Voilà, on le dit. Comme ça, c'est réglé. Voilà, j'ai acheté du thé détox. Ma chérie, t'avais raison. En parlant des choses qui sont écrites sur des boîtes ou sur des choses, tu as écrit un livre. Oui. Qui s'appelle Book. Ouais, exact, c'est bien prononcé. Je l'ai bien dit, trop bien. Il y a quoi dans ce livre? Donc en fait, on s'est dit, ok, on a une communauté. 100 000 sur Facebook, 400 000, ouais, c'est cool. Quand l'appli va sortir, c'est bien. Ouais, mais tu te dis, ok. Mais est-ce que les gens qui sont là, finalement, ils ont du contenu gratuit tous les jours? Est-ce qu'ils vont te suivre à un moment quand il faudra un petit peu acheter quelque chose, quoi? Et donc, on s'est dit, on va peut-être quand même tester un peu, voir si notre communauté nous suit. Et puis, il y avait une demande de livres de recettes. C'est sûr, quand tu commences à publier des recettes, les gens disent, pourquoi vous n'avez pas fait un livre, etc. Sauf que des livres de recettes, il y en a plein. Tu tapes sur Amazon, livre de recettes, Elsie, t'en as plein. Tu vas à la Fnac ou que sais-je, t'en as plein. Et nous, on s'est dit, on va faire un truc différent quand même. Parce que nous, notre cheval de bataille, c'est l'éducation nutritionnelle. C'est chaque personne est différente. Chaque personne a un nombre de calories, enfin des besoins journaliers différents, a des goûts différents. Ça doit être personnalisé. Toi, tes besoins ne sont pas les mêmes que les miens. T'es un homme, en fonction de ton travail. Ok, sauf que maintenant, dans les livres, t'as des recettes avec des quantités. C'est les mêmes pour tout le monde, c'est vrai. On est totalement d'accord. Voilà, sauf que ta femme, elle mange pas la même chose que toi, c'est normal. Enfin, donc quand tu te retrouves avec une recette pour 4, ça va pas, quoi, parce que tu manges quelle plus. Quantité, qu'est-ce qu'on fait? Si en plus il y a une petite envie de perdre du poids, il faut un déficit. Donc en fait, on s'est dit, ok, on va continuer. Donc ça, on le répète tout le temps parce que les gens disent, est-ce que le pain, ça fait grossir? Mais on sait pas si ça fait grossir parce que ça dépend combien t'en manges, en fait, puis ça dépend combien t'as besoin. Donc, on s'est dit, notre livre, on va
continuer là-dedans. Donc, éducation nutritionnelle, quantité. Donc, notre livre, donc c'était aussi pour tester la baguette magique dont je t'ai parlé tout à l'heure, tu sais, de savoir, ça c'est Anthony qui a eu cette idée géniale. C'est un livre de 80 recettes qui fonctionne avec une application qui est gratuite. Donc, quand tu achètes le bouquin, l'appli, ça te donne accès à l'application parce qu'il y a un QR code dedans. Tu as 80 recettes qui sont des recettes pour le matin, tu as des recettes pour le midi, tu as des recettes pour le soir, tu as des recettes de collation. Tu prends le bouquin, ton téléphone, tu vas scanner, tu vas dire « Ah, le matin, trop bien, c'est des œufs avec du bacon et tout ça. » Tu scannes cette recette. « Ah, le midi, j'ai envie de manger un risotto, je sais pas quoi. Et le soir, des lasagnes. » Tu scannes ces 3 recettes, tu appuies sur un bouton qui s'appelle « Calculer » et ça te modifie toutes les quantités du livre pour te les adapter. Bien sûr, au préalable, tu as répondu à des questions. Tu as mis sportif, je pèse autant de kilos, je voudrais faire autant. Alors, soit pour perdre, soit pour prendre, soit pour maintenir. Et en fait, ça te recalcule tout, absolument tout, tes quantités. C'est génial. J'ai envie de télécharger l'application. C'est oufissime. Ouais, donc ça se fait pas. C'est pour ça qu'on dit innovant, parce qu'il n'y a pas de livre qui fait ça. Donc, il y a 80 recettes. L'application, c'est fait pour un rééquilibrage alimentaire. On s'auto-édite, donc on a pris le risque financier de financer, on a fait imprimer 6 000. On a pris le risque de payer pour 6 000 bouquins. On est en rupture de stock. On en a vendu 6 000. Il y en a un sur la table. Il y en a un. Hein On en a vendu 6 000. Il y a le deuxième qui sort. Donc, on a relancé l'impression du premier. Et on a le deuxième qui sort. Donc, le deuxième, même concept, sauf que tu auras à nouveau 80 recettes. Donc, pour varier tes repas, voilà. On a fait pas mal d'améliorations sur l'application aussi. Là, on permettra aux gens de le faire en couple. Donc, un QR code te donne l'accès à 2 comptes. Donc, voilà, si tu veux le faire avec ton mari, voilà, tu peux switcher d'un truc à l'autre. Donc, pour cuisiner, c'est quand même beaucoup plus facile parce que tu as les quantités des 2 personnes et donc, tu peux, cuisiner. Et voilà. Et donc, ça a cartonné. Donc, on a vendu 6 000 bouquins en moins d'1 an. Il y en a 7. Donc, allez, pour le challenge, on en a fait imprimer 7 000 du deuxième et on a fait réimprimer 2 000 du premier. Ok. Donc, voilà. Donc, on est rassurés. L'algorithme d'Anthony fonctionne et la communauté est prête quand même à nous suivre aussi. Ouais, vous êtes en train presque de, je vais utiliser le terme, de révolutionner la manière dont les gens vont consommer du contenu qui est aujourd'hui très figé, qui est très spécifique et qu'on a essayé de généraliser alors que c'est excessivement spécifique selon les personnes en fait. Mais oui. Et c'est là que nous, vraiment, on veut pas déroger à ça. On veut pas faire quelque chose de généraliste. Enfin non, chacun a des besoins différents, des goûts différents, des fins différentes. Enfin, s'il y a des gens qui peuvent pas manger le matin parce qu'ils ont pas envie de manger le matin, mais c'est tout, c'est pas grave, on va pas imposer. Enfin, tu sais, les diètes qui sortent leur photocopie Oui. pour tout le monde. Tu repars avec ta photocope qu'il a donnée à tout le monde avec la même chose. Et qui écrit la barrée avec le stylo, non, ça, ce sera ça, plutôt... Ça, t'as pas le droit, ouais. Ça, c'est interdit, ça. Chocolat, non. Et en fait, nous, c'est ça, c'est non, en fait, la nutrition, c'est une histoire de quantité. C'est une science de la nutrition. Il y a ça comme matière dans le BTS, quoi. Donc, voilà, c'est pas la même chose pour tout le monde. Il peut y avoir des conseils, manger des fruits et des légumes. Ça, bien sûr, c'est des conseils généraux. Ça vaut pour tout le monde. Combien de fruits, combien de légumes, combien de quantité de pâtes, si c'est du pain, combien de glucides. Ouais, non, c'est hyper personnalisé. Et nous, on veut absolument pas déroger de ça, quoi. En fait, t'as résolu le problème de la nutrition, mais qui était un problème de l'éducation. T'as le problème de l'éducation qui te faisait chier, c'est le problème que tu as résolu dans l'éducation. T'avais vu non, c'est toi qui viens de me... Merci. Tu viens de faire un lien dans ma tête. En fait, ce problème que tu n'as pas réussi à résoudre, tu l'as résolu dans une autre thématique. Ouais. Bon, grâce à Anthony également, aussi, qui a contribué au fait de... Est-ce que tu conseilles aux gens d'entreprendre avec leurs copains, leurs copines ? Pourquoi pas ? Encore une fois, c'est une histoire de personne, hein, tu vois, c'est comme tout à l'heure, on disait est-ce qu'il faut publier tous les jours si on n'aime pas vraiment ça ? C'est pas si on aime son copain ou pas, mais s'il faut le sentir, il faut bien s'entendre, quand même, il faut le dire. Alors nous, avec Anthony, on ne vit pas ensemble, tu vois, par exemple. On a chacun nos maisons, donc on travaille ensemble. T'es toujours dans la maison ? Ouais. Ok. Et donc, finalement, on bosse ensemble, mais on se voit pas, forcément, tu vois, donc on peut... voilà, on échange, hein, bien sûr, mais
Mais on est super complémentaires surtout. Je pense que c'est plutôt ça. Avec son copain, avec sa copine, est-ce que vous pouvez vous imbriquer? Est-ce que c'est complémentaire ce que vous allez faire? Anthony, c'est tout l'aspect technique. Attention, pas que ça, parce qu'il dans la stratégie et tout ça, il est hyper bon et il m'aide énormément. Mais lui, publier 4 trucs par jour, il l'aurait jamais fait, quoi. Jamais de la vie. Enfin, c'est pas... Non, pas du tout. Donc, lui, il est super... Enfin, voilà, il a créé cet algo parce que tout a été fait... de sa petite tête, bien remplie. Bien sûr, on travaille avec des codeurs extérieurs parce que l'appli est vraiment grande, donc ils ne pouvaient pas tout faire tout seuls. Mais on est hyper complémentaires. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai la casquette de diète, réseaux sociaux, je vais contacter pour les podcasts, je vais contacter les pros, je vais échanger avec eux, plus l'aspect relationnel. Lui, il fait vraiment l'ingénieur dans son bureau avec ses lignes de code. Et donc, ouais, on est super complémentaires. Donc, oui, on peut faire ça en couple si les deux peuvent s'imbriquer, je pense. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Meet pour la suite? De pas grandir trop vite. Tu vois? Pourquoi? Comme on est sur ces deux communautés, il faut bien faire les choses parce que le risque, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Si on a 100 patients qui arrivent d'un coup, mais qu'on a 2 pros, si les patients ils trouvent pas un diète, ils vont dire que c'est de la merde. L'appli, c'est n'importe quoi. Et inversement, par contre, si on a 100 diètes et 20 patients et que les diètes ils disent on me dit que je peux venir sur l'appli pour me mettre en relation avec des patients, mais en fait j'en ai pas, on m'a vendu du rêve, c'est n'importe quoi. Donc on aura cette gestion des deux. Enfin tu vois, on aura de quoi vraiment des métriques, tu vois, pour bien analyser. Mais si ça explose, on va être perdu. Donc surtout, il faut qu'on grandisse, mais pas trop vite, parce qu'en plus on veut offrir un service de qualité. Tu vois, on a créé une académie aussi pour que chaque pro puisse bénéficier d'une formation. Alors, c'est pas un truc certifiant, mais on a embauché un prof de biochimie, de sciences de la nutrition, de réseaux sociaux, un psy. Donc, les pros peuvent aussi visionner ces formations pour être raccord. C'est quand même notre marque qui est engagée. Donc, tu vois, s'il y a un pro qui fait n'importe quoi, on va pas retenir le nom du pro, on va retenir que c'est un pro qui est passé par Meet. Ça nous embête. Donc, tu vois, on a une formation pour dire que la détox, ça sert à rien avec la biochimie, tu vois. Donc, on n'aimerait pas trop que les pros qui utilisent notre app commencent à conseiller des thés détox aux patients, tu vois. Donc, ouais, voilà, il faut qu'on arrive à trouver le bon équilibre pour grandir comme il faut. La vie perso, quand on a autant de sujets, autant d'enjeux, autant d'idées et autant de problèmes de régularité, ça se passe comment? Comme je te disais, ça se passe bien parce qu'on est tous les deux des grands bosseurs. On respecte le fait que on soit pas tout le temps sur les mêmes rythmes. Donc ça c'est vraiment pas un problème. Mais on est aussi capable de prendre des moments ensemble. Tu vois, on voyage, on a quand même beaucoup voyagé l'année dernière. On part avec nos ordis. C'est tout à fait ok de travailler. On est dans un super cadre, dans un super hôtel. On va travailler 2 heures, puis après on ira se balader, quoi. C'est pas un sujet, en fait. Ça va pas être on se reprochera jamais tu bosses trop ou t'as passé l'après-midi dans ton bureau. Jamais. Enfin, c'est vraiment pas du tout un sujet. Par contre, quand l'un ou l'autre dit allez, on ferait pas une petite pause là, tu viens, on va courir. Ben oui, en fait, bien sûr. L'intérêt, le fait qu'on ne vive pas ensemble, on choisit les moments, tu sais, qu'on passe ensemble. Donc les moments partagés sont vraiment choisis et sont savourés différemment, en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre échange? Que c'est pas forcément écrit au départ. Tu vois, le chemin, on peut pas dire mon chemin il était tracé parce que si je m'étais écoutée, moi je serais restée prof, quoi. Et aussi de se dire qu'on peut changer de chemin. Enfin, en fait, t'as commencé un truc, ça fonctionne pas, mais c'est pas grave. Bon oui, ça va te demander un peu d'adaptation, mais en fait, c'est pas grave, quoi. Tu peux choisir, tu vois, d'aller sur le chemin d'à côté. C'est pas grave. Enfin, tu peux le faire, quoi. T'as pas de limite. Donc ouais, je voudrais que les gens retiennent ça. Si des gens nous écoutent et se sentent pas sur leur bon chemin, mais change de chemin. Enfin, il faut du boulot, attention. On a quand même beaucoup parlé. C'est beaucoup de travail. Moi, j'appellerais pas ça des sacrifices parce que j'ai toujours aimé. Mais c'est pas forcément tracé d'avance. Il peut y avoir des bifurcations, il peut y avoir des moments où ça s'arrête. Enfin, tu vois, je trouve que quand on trouvait l'équilibre, j'aime pas tellement cette expression parce que l'équilibre, en fait, il change tous les jours. T'as jamais le même équilibre. Enfin, pour moi, c'est un peu une utopie de dire. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai fait une vidéo sur le sujet il y a quelques jours. Donc je ne suis que d'accord avec toi. Totalement, j'acquiesce. Hop. Donc, check. Accepter que il y a un jour on bosse plus et que le lendemain ce sera plus réservé au côté familial.
Enfin voilà, c'est que c'est pas écrit d'avance. Si on a envie d'y aller, il faut y aller. On sous-estime aussi ses capacités de s'adapter. Moi, je trouve aussi, en fait, tu vois, j'étais prof, j'avais besoin de thunes pour ma maison. En fait, quand t'es au pied du mur, t'as pas le choix et tu t'adaptes. Et donc, si ça veut dire que tu dois bosser le samedi, alors que tu l'avais jamais fait, bah tu vas bosser le samedi, en fait. Donc, bouge-toi le cul, quoi. Ouais, c'est ça, c'est possible et fonce. Alors après, te pose pas trop de questions aussi. Ça. J'ai cette chance-là, mais faut pas écouter non plus. Moi, des gens qui m'ont dit, mais tu vas quitter l'éducation nationale pour te mettre coach, mais enfin, n'importe quoi. La sécurité de l'emploi, t'es mercredi, mais enfin, n'importe quoi. Tes vacances, tes vacances. Ouais, bah je pars plus souvent en vacances maintenant qu'avant, parce qu'avant, je devais partir en juillet, en août, c'était super cher. Donc maintenant, je peux partir en dehors des vacances scolaires. Faut pas écouter. Voilà, ce qu'on dit, les gens qui vont nous freiner un petit peu. Moi, je crois que j'ai cette capacité à ne pas écouter, par contre, qui est pas trop difficile. Qui est une capacité entrepreneuriale, finalement, un peu ce côté un peu de désinvolte pour la petite fille qui voulait être première de sa classe. Ouais. Finalement, t'as presque t'as utilisé les bons côtés et t'as arrêté d'être la première de la classe sur la suite un peu désinvolte. Ouais, en disant en fait, ok, tu t'en parles là, mais attends dans un an. Voilà, j'ai pas besoin de faire un grand discours sur ce qui va se passer, juste tu verras en fait. On va terminer cette première partie du podcast sur cette phrase. Merci infiniment, Justine. Et on va passer sur la deuxième partie. Merci beaucoup, à très vite. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de passer de entrepreneur à high value entrepreneur, n'hésite pas à me contacter, les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et à très vite.